Le Libéria abritera prochainement des essais cliniques de phase 2 et 3. C'est une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola au Libéria. Polémique autour de la candidature du challenger de Goodluck Jonathan. Muhammadu Buhari répond à ceux qui le traitent d'inéligible faute de diplôme. Les élections présidentielles et législatives seront simultanées le 11 octobre prochain au Burkina Faso. Michel Kafando tient à rendre le pouvoir en novembre 2015 au président démocratique. Bienvenue à vous dans cette édition sur SICA. Bonjour. Au Burkina Faso, les scrutins présidentiels et législatifs se tiendront simultanément le 11 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président Michel Kafando. Il a par ailleurs soutenu que son équipe mettra officiellement le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu en novembre 2015. Notons que le budget de ces élections est de 50 milliards 6 millions de francs CFA, dont 25 milliards 6 sont à recouvrer auprès des bailleurs internationaux. L'ex-général de l'armée Muhammadu Buhari, principal rival du président Goodluck Jonathan à l'élection présidentielle prévue le 14 février au Nigeria, a répondu à ses détracteurs. Ces derniers l'accusant d'être inéligible faute de diplôme. Il les appelle donc à recentrer plutôt la campagne électorale sur les vrais problèmes des Nigériens. Selon le candidat de l'opposition, le sujet central de la campagne électorale ne saurait être son diplôme obtenu il y a 53 ans. Le Parti démocratique populaire PDP au pouvoir au Nigeria accuse depuis plusieurs semaines l'opposant Muhammadu Buhari de n'avoir jamais obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, ce qui le rendrait inéligible selon la constitution nigériane. Muhammadu Buhari a déclaré à la presse mercredi avoir demandé à son école secondaire de l'État de Katsina, dans le nord du pays, de lui fournir un exemplaire du diplôme qu'il s'est engagé à rendre public dès qu'il l'aurait reçu. N'en déplaise au parti au pouvoir, le problème dans cette campagne ne saurait être mon certificat que j'ai obtenu il y a 53 ans. Les problèmes sont le niveau scandaleux de chômage de nos millions de jeunes, l'état d'insécurité, la corruption persistante des officiels qui appauvrit notre peuple et le manque d'implication du gouvernement dans les affaires sérieuses, si ce n'est le maintien au pouvoir à tout prix. À l'approche des élections législatives et présidentielles, se présentant comme le plus serré depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999, l'opposant est de plus en plus pris à partie par le camp du président Jonathan sur des questions personnelles. L'armée nigériane a également pris part mardi à la polémique en déclarant à la presse n'avoir trouvé aucun diplôme dans le dossier de l'opposant. Le Congrès progressiste APC, parti de Buhari, a aussitôt réagi à travers un communiqué accusant le parti au pouvoir de jouer à un jeu dangereux en tentant de compromettre l'armée dans le but de satisfaire des ambitions politiques égoïstes. Soulignant que le Conseil national à la sécurité du Nigeria a estimé jeudi que l'élection présidentielle prévue le 14 février devrait être reportée. Comme raison avancée, 30 millions de cartes d'électeurs n'ont toujours pas été distribuées. Il propose donc qu'un report soit envisagé jusqu'à ce que tout le monde ait sa carte. En Zambie, on attend toujours les résultats de la présidentielle anticipée de mardi. Selon les premiers chiffres annoncés par la commission électorale, Edgar Lungu, le candidat du pouvoir, serait en tête après le dépouillement des bulletins dans plus de la moitié des circonscriptions électorales. Quelques électeurs de Lusaka donnent leur avis sur ce scrutin. J'ai bien voté et je suis satisfait de mon vote parce que c'est ce que je voulais faire. J'attends maintenant patiemment les résultats car c'est la commission électorale de la Zambie qui a le mandat d'annoncer les résultats.
Le nouveau président doit être comme le feu Michael Sata, la façon dont il nous gérait. Il doit poursuivre les travaux que Sata a laissés. J'attends l'annonce des résultats, mais je sais que Edgar Lungu est en tête, suivi par Kinde Hichilema. Mais après eux, je ne sais pas si c'est MMD ou Edith Nawaki. J'ai voté parce que je crois au changement. Je veux dire que mon vote va contribuer au développement national. Et je crois que par mon vote, j'aurais fait beaucoup de changements. Ce que je crois, c'est que nous voulons voir un pays où les choses peuvent changer vite. Démarrage bientôt d'un essai clinique étendu dit de phase 2 et 3 au Libéria, destiné à déterminer l'efficacité de 2 traitements expérimentaux prometteurs contre Ebola. Cette opération est à l'actif des États-Unis en collaboration avec le gouvernement libérien. L'annonce a été faite jeudi par les autorités sanitaires américaines. Quelques semaines après, elle prévoit aussi de mener un autre essai clinique, toujours au Libéria, mais aussi aux États-Unis avec le ZMAP. Les 2 vaccins candidats ont déjà été testés avec succès aux États-Unis sur un petit groupe de volontaires lors d'essais cliniques de phase 1. Eh bien, des expérimentations qui ont prouvé qu'ils étaient donc sûrs et capables de provoquer une réponse immunitaire. Les volontaires seront choisis principalement dans les populations les plus à risque, comme les personnels médicaux et ceux travaillant dans les services funéraires. Du Libéria, rendons-nous à présent en Sierra Leone où les écoles fermées en juillet 2014 à cause de l'épidémie d'Ebola vont rouvrir leurs portes au mois de mars. Cette décision qui concerne uniquement les écoles primaires vise selon les autorités du pays à limiter les conséquences de l'épidémie sur l'éducation des enfants. La date précise de la reprise des cours n'est pas encore fixée. On annonce cependant déjà que les enseignants seront formés à l'utilisation des thermomètres pour des tests fréquents sur les élèves. Par ailleurs, un groupe de travail sera rattaché aux écoles pour promouvoir les meilleures pratiques pour la sécurité des enfants. Dimanche prochain auront lieu de nouvelles élections en Grèce, un scrutin qui fait suite à l'échec du Parlement à élire un successeur au président de la République. On parle d'une élection observée avec inquiétude par les créanciers tenant de l'économie et de la vie quotidienne dans ce pays. C'est l'ouverture d'une période frénétique qui démarre avec cette élection en Grèce. En plus de l'élection présidentielle, les Grecs devront en 15 jours élire 300 députés. En cas d'impossibilité des partis à s'entendre pour former un gouvernement, une deuxième législative devra se tenir d'ici début mars. Le parti arrivé premier dispose d'un bonus de 50 sièges supplémentaires à choisir parmi les suivants sur la liste. Par ailleurs, seuls les partis ayant réuni 3% des voix peuvent avoir des députés. Mais malgré la forte polarisation à attendre dimanche, de tels scores ne sont plus d'actualité. D'après la chute du PASOK, entendez, le Parti socialiste grec a environ 5% des intentions de vote à cause de la crise économique que traverse le pays. Ce qu'il faut faire pour affronter la situation actuelle et sortir du cercle vicieux, c'est connu. Il s'agit entre autres d'investir dans un nouveau modèle de développement économique, une plus grande transparence, une meilleure mise en valeur des ressources de l'État et des ressources européennes et des forces humaines qui constituent l'un de nos atouts. Il faut faire un virage radical vers une croissance verte et de qualité. Il faudrait donc que le premier parti obtienne dimanche 35,6% des voix et qu'un total de 12% des électeurs votent pour des partis, n'obtenant pas chacun 3% pour qu'il ait la majorité absolue. Ainsi, le chef du parti gagnant devient automatiquement le Premier ministre. D'après les analystes, la nécessaire réduction de la gigantesque dette grecque se posera dans les prochains mois, quel que soit le vainqueur des législatives de dimanche. Au-delà d'une probable prolongation du programme d'aide, se pose la question de la viabilité de la dette qui a atteint 177,7% du PIB en 2014. Si l'option d'un effacement n'est pour l'instant pas sur la table, nombre d'économistes plaident au moins pour un aménagement, car la dette est si élevée que le futur gouvernement ne pourra pas être en mesure de continuer à la rembourser.
Aux États-Unis, les caméras embarquées sont à l'essai dans plusieurs villes. La mesure vise à restaurer la confiance de la population envers les forces de l'ordre, mises à mal après les émeutes de Ferguson. Policiers et informaticiens réunis pour un hackathon au siège de la police de Seattle. Le défi de cette séance marathon, établir des règles du jeu pour l'usage des mini-caméras par les forces de l'ordre, tout en respectant les données privées des citoyens. Des citoyens prêts à collaborer avec la police pour faire avancer le débat. Avec les événements récents, Ferguson, New York, Ohio, je me suis dit que je pourrais peut-être être proactif, m'impliquer, contribuer un tant soit peu. Après les décisions de ne pas inculper les policiers impliqués dans la mort de Michael Brown et d'Eric Garner, deux hommes noirs non armés, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer l'usage de caméras embarquées par la police pour lutter contre l'usage excessif de la force. Mais cette nouvelle technologie se heurte à des problèmes juridiques comme la protection des témoins ou des enfants. Les centaines d'heures de vidéos enregistrées présentent aussi des problèmes techniques et logistiques. On pense qu'une caméra, ça ne coûte qu'une centaine de dollars, mais il faut prendre en compte tout le traitement, le stockage et la gestion des données. La police de Seattle a annoncé qu'elle allait bientôt publier les premières vidéos filmées par des mini-caméras. Elle espère ainsi convaincre la communauté des développeurs informatiques de la ville de continuer à collaborer. Nous essayons d'être plus transparents. Nous allons vers eux, on demande de l'aide. Nous ne voulons rien dissimuler. Ce qu'on veut, c'est les rendre moins sceptiques et profiter de leur expertise. Pour les entreprises qui fabriquent ces caméras, la priorité est de garantir auprès du public l'intégrité des vidéos prises par la police pour éviter tout soupçon de manipulation. Le problème, c'est que si les policiers sont capables d'éditer ou d'effacer les vidéos, le public va toujours demander « Ont-ils effacé la vidéo que nous voulions? Ont-ils modifié cette vidéo ?» Si nous construisons un système qui empêche les modifications, le problème ne se pose pas. Devant l'ampleur du défi, policiers et informaticiens risquent de passer encore de longues heures à travailler ensemble pour sécuriser les vidéos prises en opération. Roi Abdallah d'Arabie Saoudite s'en est allé souffrant d'une pneumonie. Abdallah, qui était âgé d'environ 90 ans, avait été hospitalisé le 31 décembre dernier à Riyad. Son état de santé avait nécessité la mise en place d'un tube pour l'aider à respirer. Selon son demi-frère, Salman, âgé de 77 ans et qui avait été nommé prince héritier en juin 2012, lui succède sur le trône. C'est avec ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA.